14h20, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews dans le carrefour de l'info. Voici les titres de l'actualité. Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous. Annonce alarmiste de Christophe Castaner à la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. 60 000 policiers et gendarmes vont être réquisitionnés dans toute la France. Chaque samedi est devenu pour eux un cauchemar. Les commerçants s'organisent ou bien se barricadent pour ne pas subir de nouvelles dégradations. Les dégâts ont d'ores et déjà été estimés à 200 millions d'euros depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. De nouvelles violences en perspective alors que le malaise n'a jamais été aussi profond chez les forces de l'ordre. 28 suicides depuis le mois de janvier. Les syndicats de police appellent à des rassemblements devant tous les commissariats de France. Nous y reviendrons avec nos invités. Et en ce vendredi saint, le chemin de croix de Notre-Dame aura une teneur toute particulière. Quelques jours après l'incendie, la couronne d'épines rescapée des flammes sera portée sur une partie du trajet. Se dirige-t-on vers un samedi ultra-violent ? Ce matin, Christophe Castaner a été clair, les casseurs seront au rendez-vous. Le ministre de l'Intérieur craint que Paris ne se transforme en capitale de l'émeute. On en parle avec nos invités dans quelques instants, mais d'abord, retour sur cette matinée d'annonce avec Fanny Veil. Pour ce nouveau week-end de mobilisation, le gouvernement craint de nombreux débordements. Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain. Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars. C'était l'ultimatum 1. Ils ont depuis appelé à l'ultimatum 2, intitulé « L'acte ultime, Paris, capitale de l'émeute ». Jusqu'à 2000 personnes radicales pourraient être présentes demain dans la capitale. Pour éviter les violences, contrôles renforcés, interpellations et dispersion des attroupements auront lieu. Les précédents périmètres d'interdiction de manifester sont reconduits. Nouveauté cette semaine, le périmètre autour de Notre-Dame est lui aussi interdit. 2 déclarations de manifestation ont même été refusées. Pour certains gilets jaunes, cela n'apaise pas les esprits. On reste toujours du côté de la peur du gouvernement. Et la peur s'organise par le fait qu'on ne puisse pas nous laisser la liberté de manifester tranquillement. Parce que j'ai des collègues, moi-même, on a voulu organiser une manifestation et ça nous était refusé. On se rappelle que le 16 mars, ils ont laissé faire. Donc à eux d'agir en fonction pour éviter qu'il y ait eu tout problème sur Paris et toute casse éventuelle s'il y a des fauteurs de troubles. Entre 10 et 15 000 personnes pourraient manifester demain à Paris. En France, 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés. Et on va parler de ce nouveau samedi de mobilisation qui s'annonce avec nos invités. Stanislas Godon, secrétaire national du syndicat Alliance Police, Georges Fenech, ancien magistrat consultant CNews, et Frédéric Mesdian, gilet jaune et colistier du RIC aux Européennes. On va parler de ces prévisions du ministre de l'Intérieur qui n'hésite pas à parler de Paris, qu'il définit comme la capitale des émeutes. Est-ce que ces prévisions vous inquiètent-elles ? C'est pas qu'elle nous inquiète, c'est que donc on va s'y préparer parce que avant tout il faut mobiliser des hommes et ensuite il faut préparer notamment les ordres très clairs parce que il faut le redire, si les individus, les casseurs, ceux qui sont des spécialistes du trouble à l'ordre public, du chaos, il faut d'ores et déjà mettre en place ce qui avait été mis en place notamment à partir du 8 décembre, c'est-à-dire la réactivité, la mobilité, l'interpellation, la prise de contact notamment avec ces individus pour les mettre hors d'état de nuire parce que, il y a des risques physiques pour les policiers, pour les manifestants qui participent à ces manifestations, et puis il y a des risques aussi pour les bâtiments institutionnels, il y a des risques pour les bâtiments où il y a parfois des citoyens, comme ça s'est passé notamment le 16 mars, donc il est hors de question de laisser faire, parce que je crois que la nouvelle doctrine du maintien d'ordre dit très clairement que d'ores et déjà, il faut rétablir l'ordre public et la tranquillité lors des manifestations qui sont tout à fait légitimes, et c'est pas un syndicaliste qui vous dira le contraire, c'est une liberté fondamentale. Frédéric Mesdian, vous avez prévu de manifester demain à Paris. Christophe Castaner parle d'un acte ultime des Gilets jaunes avec la présence de casseurs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer tout d'abord ces informations ? Est-ce que vous avez l'impression que vous allez manifester dans une ambiance de violence ou pas ? Les prévisions du ministre de l'Intérieur vous paraissent-elles plausibles ? Plausible, oui. Après, je ne sais pas si je peux vous confirmer quoi que ce soit. Mais vous nous confirmez que c'est un acte ultime avec une mobilisation qui sera particulièrement forte, peut-être plus forte que les samedis précédents ? Je l'ai entendu.
Je ne sais pas si ce sera le cas ou non. Je sais qu'il y a plusieurs manifestations qui ont été demandées. Une seule, à ma connaissance, a été autorisée, celle d'un groupe de signataires dont Sophie Tissier, je crois, qui va partir de la basilique de Saint-Denis et qui va se terminer quai Saint-Bernard devant l'Institut du monde arabe qui offre une vue plongeante sur Notre-Dame pour rendre hommage justement à Notre-Dame et respecter les processions qui ont lieu pendant la Semaine Sainte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis pour les initiatives non violentes. Après, Est-ce que vous le craignez justement Est-ce que vous craignez qu'il y ait des violences? Bien sûr, moi j'aime mon pays, j'ai pas envie de le voir brûler, donc bien sûr je le crains. Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas suffisamment penser aux manifestants qui risquent beaucoup, ça leur coûte très cher physiquement, et je trouve ça dommage que des fonctionnaires de police soient obligés de soigner les effets parce que nos responsables politiques ne s'occupent pas des causes. Et Donc puis il ça peut risque d'y durer avoir une longtemps. fois de plus un amalgame entre les casseurs et les gilets jaunes. Ces ultra jaunes qu'on a vus de plus en plus nombreux au fil des mois. Vous ne craignez pas cet amalgame une fois de plus? On commence à être vaccinés, j'ai envie de vous dire. C'est le traitement que nous réservent les responsables politiques en nous faisant passer pour des casseurs, des racistes, des antisémites, des terroristes. Alors je suis content que l'incendie, cette tragédie à Notre-Dame, qu'on ne nous ait pas désigné comme responsable, parce que je me souviens qu'il y a eu une explosion dans un immeuble dans le 9e arrondissement un jour, et on a dit ce ne sont pas les gilets jaunes. Rien que le fait d'avoir été obligé de le dire dans les médias, j'ai trouvé ça assez curieux. Donc on est tous très touchés par cette tragédie, cet incendie à Notre-Dame. Pour autant, on ne peut pas mettre la misère sociale entre parenthèses. J'ai été choqué d'apprendre que le Conseil des ministres était entièrement dédié à la reconstruction de Notre-Dame. Ce qui est absolument terrible. Encore une fois, ça nous a tous touchés. Et la France est un beau pays. Il y a plusieurs origines, plusieurs cultures, plusieurs couleurs de peau, plusieurs religions, et on a tous été émus ensemble. Pour autant, ça ne nous empêche pas aussi d'être touchés par cette misère qui touche une grande partie des Français. Alors Georges Fenech, pour revenir sur les mots du ministre de l'Intérieur, ils sont particulièrement alarmistes. On peut se poser la question du mode de communication du gouvernement. Sur quoi se base-t-il pour dire que finalement ce sera un samedi ultra violent, que Paris deviendra la capitale de l'émeute? Oui, 2 remarques sur cette communication, effectivement. La première, c'est que le ministre de l'Intérieur s'adresse aux casseurs. C'est très anxiogène, hein, comme intervention, très anxiogène. On est tous très inquiets. Ça vient de la bouche du ministre de l'Intérieur. Et vous parliez d'amalgame, on pourrait avoir le sentiment que c'est une manifestation de casseurs. En réalité, vous l'avez rappelé, c'est une manifestation sociale de gilets jaunes, qui est malheureusement pénétrée par des éléments violents. Et il appartient au ministre de l'Intérieur, aux forces de l'ordre, bien entendu, d'extirper ces violents. D'ailleurs, tout a été remis en place, on a créé la Brave, on a modifié les doctrines et ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, deuxième élément, effectivement, le fait de dire ultimatum dans la bouche du ministre, l'émeute, Paris va subir une émeute demain, ça prend une résonance autre que sur les simples réseaux sociaux. C'est donner beaucoup de crédit à tout cela. Mais dans votre question, effectivement, les renseignements, les services, comme l'on dit, estiment entre 400 et 600 le nombre d'ultra-violents qui pourraient pénétrer. Certains parlent de 1500 à 2000 aussi. Mais encore une fois, il faut revenir à une réalité qui est une réalité sociale, un droit de manifester et des forces de l'ordre qui doivent remplir leur mission. Alors, après quelques jours de suspension, la politique a repris ses droits. L'annonce de Christophe Castaner et la nouvelle mobilisation des Gilets jaunes demain délient à nouveau les langues. On va écouter Marine Le Pen après les propos du ministre de l'Intérieur. Le ministre nous indique avant même que les choses aient lieu qu'il est dans l'incapacité d'empêcher les casseurs de venir. Je pense que dans la phrase qui suit, normalement, il doit expliquer qu'il quitte ses responsabilités pour les confier à quelqu'un qui soit plus compétent, peut-être. Une réaction peut-être Stanislas Godon aux propos de Marine Le Pen? Alors moi je ne vais pas faire de réaction politique. Par contre, il est clair que il y a beaucoup de responsabilités qui pèsent sur évidemment les épaules de mes collègues sur le terrain, parce qu'il faut bien rappeler les choses, c'est que ce ne sont pas les autorités politiques qui rétablissent l'ordre public, ce sont mes collègues sur le terrain et qui en prennent plein la figure lors des actes 1, 2, 3, 4 jusqu'à 22 et bientôt 23. Il faut bien rappeler que les outils mis à disposition, notamment des policiers, que ce soit en matière de matériel, c'est vrai, ont évolué. Par contre, certaines unités, par exemple en province, ne sont toujours pas équipées.
Je vais parler très brièvement quand même de la loi anti-casseurs qui a été vidée de sa substance parce que on parle des individus ultra radicaux, mais si on avait eu notamment les arrêtés d'interdiction administrative, peut-être que certains n'auraient pas pu se rendre au cœur des manifestations. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, est-ce que les réponses pénales ont été à la hauteur de tous ceux qu'on a interpellés depuis notamment le 1er décembre? Alors, je ne crois pas. Cette loi anti-casseurs, elle a été promulguée. Demain, concrètement, qu'est-ce qu'elle va changer pour vous? Pour l'instant, les seuls outils qu'elle a mis à notre disposition, c'est effectivement les fouilles en fait de bagages ou de personnes aux abords des manifestations. Ensuite, il y a les visages dissimulés lorsqu'on commet des exactions et qui passent en délit au lieu d'être une contravention. Donc ça veut dire qu'on pourra interpeller notamment ces individus et la responsabilité casseur-payeur qui sera faite dans un troisième temps. Mais il manque l'essentiel, les arrêtés d'interdiction administrative, notamment pour des individus connus pour être violents ou qui participent à des réunions avec notamment des groupes extrêmes. Mais est-ce que ça vous rassure quand même? Ça nous rassure, ça fait pas tout. La loi anti-casseurs était un outil, on l'a toujours dit. C'était un outil juridique qui était mis à disposition des policiers. Un outil supplémentaire et essentiel. Maintenant, il manque l'article 3, c'est regrettable. Nous allons faire avec parce que les policiers sont républicains et ils respectent notamment la loi lorsqu'elle est promulguée. On va revenir sur cette loi anti-casseurs avec vous, Frédéric Metjian. J'imagine que cet article 3, qui était l'article phare de ce projet de loi, il a été retiré. Est-ce que selon vous, c'était un texte liberticide? Oui, je le pense. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans votre intervention, c'est quand vous parliez du manque de matériel pour certaines unités. Mais je ne suis pas certain que ça soit le problème. Le matériel, quand je vois sur le terrain ce qui se passe, et je suis témoin, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vécu. Quand je vois la façon dont vous utilisez le matériel, je vais vous dire ce qui me dérange, c'est quand vous voyez des casseurs et que vous n'intervenez pas parce que vous ne recevez pas les ordres, c'est pas vous qui êtes en cause, il n'y a pas de souci. Et quand je vois certaines bavures, parce qu'il y en a aussi, vous ne voulez peut-être pas commenter, mais il y en a, on a assez de preuves vidéo, ça me dérange. Les gens qui sont interpellés, vous savez, je ne doute pas que certains casseurs soient interpellés. Pour autant, j'ai vu beaucoup d'interpellations anticipées, préventives. Ça m'a un petit peu choqué. Il y a eu énormément. Et au sujet des contraventions, porter un t-shirt et prendre une amende pour ça, ça me gêne. Se faire arrêter parce qu'on a du sérum physiologique, ça existe, monsieur, ça existe. Vous n'avez peut-être pas les bonnes infos, mais moi je l'ai vu, je l'ai constaté, donc je sais que ça existe. Donc ça me dérange. Oui, tout ce qui est liberticide, ça me gêne un petit peu. Alors pour revenir sur l'annonce de Christophe Castaner, comment vous appréhendez cette journée de demain? On sait qu'il y a un malaise profond au sein des forces de l'ordre, 28 suicides depuis le début de l'année. Dans quel état d'esprit sont les effectifs? Vous savez, les policiers, ils ont répondu présent à tous les événements exceptionnels. Depuis 4 ans, pas seulement depuis 4 mois. Depuis notamment les attentats de janvier 2015. Il y a un suremploi opérationnel, oui. Ça, personne ne le conteste. Nous sommes bientôt à 23 millions d'heures supplémentaires. D'ailleurs, ce dossier n'est toujours pas réglé. On espère qu'il y aura une issue lors des négociations notamment. Les conditions de vie et de travail des policiers sont de plus en plus compliquées. On parlait tout à l'heure du matériel parce que, ne vous en déplaise, nous avons des collègues en province qui n'avaient pas de jambières de protection et qui ont été assaillis à 30 contre 400 personnes. Oui, mais on ne fait pas tout à fait le même métier. Voilà. Il faut pas inverser les rôles et comparer ce qui n'est pas comparable. Ensuite, il y a évidemment ces causes multifactorielles parce que attention à ne pas faire de raccourcis sur le malaise des policiers. Le malaise des policiers, il est lié d'abord à des conditions de vie et de travail, à un management parfois d'un autre siècle qui n'est plus du tout adapté à la manière de gérer de la ressource humaine à l'heure actuelle. Nous, ce que nous demandons, c'est que lorsqu'il y a un plan suicide qui est mis en place, qu'il soit suivi des faits et qu'il soit suivi des faits dans la longueur. Parce que qu'est-ce qu'on constate? C'est que au fur et à mesure des plans suicides qui sont annoncés, il y a une baisse. Et puis après, ça repart à la hausse parce que toutes les mesures ne sont pas suivies des faits. Et nous, on déplore cela parce que il faut savoir que le policier, il est aussi sujet à l'actualité. Et lorsque vous avez une actualité qui est en dents de scie, je parlerai des attentats, je parle de la loi travail, je parle de toutes les manifestations revendicatives auxquelles nous avons assisté, manifestations déclarées ou pas, c'est pas le débat, mais qui ont parfois donné lieu à des exactions. Et puis aussi les accusations, parfois à tort, vis-à-vis des policiers. Le policier, souvent, il ramène à la maison aussi ses problèmes qu'il a eus dans le milieu professionnel. Et ça, c'est difficile aussi à contenir et à assumer jusqu'au bout.
Et on reviendra dans quelques instants sur cette mobilisation des policiers, notamment ces rassemblements à l'appel des syndicats devant tous les commissariats de France pour protester contre leurs conditions de travail et sur ce malaise profond. On rappelle ce chiffre puisque les syndicats parlent d'ores et déjà d'année noire, 28 suicides depuis le début de l'année. Pour revenir sur ce que disait Christophe Castaner, est-ce que finalement ces annonces alarmistes ne constituent pas un désaveu par rapport au grand débat national? Pour le moment, on n'a pas entendu Emmanuel Macron annoncer ces mesures concrètes en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que cela signifie que ce grand débat national, il n'a pas servi à grand-chose, qu'il n'a pas été efficace, en tous les cas que vos revendications n'ont pas été entendues? Je voulais juste, avant de vous répondre, dire un mot, parce qu'en tant que gilet jaune, ça me paraît important de le faire. Nous savons que les fonctionnaires de police travaillent dans des conditions parfois très difficiles. Nous savons que ce sont des citoyens qui ont bien souvent les mêmes revendications que nous. Et je voulais saluer les policiers qui arrivent malgré tout à agir avec discernement, parce qu'il faut le dire. Quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut le dire aussi. Donc moi, je parle avec beaucoup de policiers, enfin ceux qui acceptent de parler avec moi. Et il y a des gens très bien qui souffrent, qui malgré tout ont une mission et qui doivent l'accomplir. Et c'est vrai que quand on a un souci, on est quand même content de les trouver. Donc je ne suis pas du tout anti-policier. Voilà. Et on va y revenir dans quelques minutes. C'est l'heure du rappel des titres. Si vous nous rejoignez sur CNews avec cette phrase de Christophe Castaner, les casseurs seront à nouveau au rendez-vous. Annonce alarmiste du ministre de l'Intérieur à la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. 60 000 policiers et gendarmes vont être réquisitionnés dans toute la France. De nouvelles violences en perspective alors que le malaise n'a jamais été aussi profond chez les forces de l'ordre. 28 suicides depuis le mois de janvier. Les syndicats de police sont appelés à des rassemblements devant tous les commissariats de France. Nous y reviendrons dans notre débat dans quelques instants. Et puis en ce vendredi saint, le chemin de croix de Notre-Dame aura une teneur particulière. La couronne d'épines rescapée des flammes de Notre-Dame sera portée sur une partie du trajet. Le verdict attendu pour les parents de la maison de l'horreur aux États-Unis. Le couple californien risque la perpétuité pour avoir maltraité et séquestré 12 de leurs enfants pendant des années. Restez sur CNews à suivre un nouveau débat, mais d'abord la météo en détail de Loïc Roosevelt. Et c'est un week-end de Pâques très très ensoleillé qui vous attend. Et les conditions qui vont rester très agréables côté thermomètre pour démarrer votre week-end. Côté ciel, quand même quelques bémols que l'on va retrouver, notamment pour cette matinée de samedi. Sur les régions du centre-est, une couverture nuageuse beaucoup plus marquée que partout ailleurs. Ce sera le cas aussi en allant vers le pourtour méditerranéen et jusqu'aux Pyrénées, mais l'impression de beau temps qui sera quand même bien présente. À noter toujours ce vent, le vent d'OTAN qui va faiblir mais souffler tout de même jusqu'à 70 km/h en matinée. Du vent aussi pour les régions méditerranéennes et pour le sud de la Corse, entre 60 et 70 km/h. Et vous le voyez sur la carte, vraiment du plein soleil partout ailleurs, avec un ciel parfaitement dégagé. Ce sera le cas sur le nord de la France dans l'après-midi, au nord de la Loire, de la Bretagne, en allant jusqu'à l'Alsace, en passant par les Hauts-de-France et le bassin parisien. Rien à signaler, des conditions vraiment estivales et beaucoup moins agréables en allant vers le centre-ouest cette fois-ci, du Poitou-Charentes et jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté. Pas mal d'instabilité avec des nuages porteurs de précipitations et parfois quelques coups de tonnerre. Pas mal de nuages aussi sur le pourtour méditerranéen, avec toujours ce vent d'OTAN qui va se maintenir jusqu'à 80 km/h en rafale. On passe bien sûr aux températures, maintenant très agréable déjà en matinée, une grande douceur. On dépasse souvent la barre des 10 degrés, ce sera le cas à Paris avec jusqu'à 13 degrés également à Nice, la minimale de 5 degrés pour la basse vallée du Rhône. Et puis regardez, la belle évolution dans l'après-midi, c'est simple pour la capitale, vous pouvez doubler les températures puisqu'on aura 26 degrés au meilleur de la journée, contre 19 par exemple du côté de Caen ou bien encore en allant vers Perpignan. La suite du programme, l'indice de confiance qui reste encore assez bas par les services de Météo France, un indice de 3 sur 5, ça reste à confirmer. Mais pour votre dimanche, on devrait conserver un temps sec et très ensoleillé au nord de la Loire. Plus d'instabilité en allant vers un large quart sud-ouest. Et puis, retour à des conditions un petit peu plus clémentes pour votre lundi. Hormis en allant vraiment vers les Pyrénées-Orientales, on pourrait retrouver quelques averses et l'instabilité qui gagnera de nouveau du terrain pour votre mardi, hormis sur le nord-est. Et tout cela dans la douceur. Bien sûr, ça reste à confirmer encore une fois. On se retrouve pour un prochain bulletin sur CNews. En attendant, excellent week-end.
14h45, le carrefour de l'info est de retour si vous nous rejoignez sur CNews. Bienvenue, voici les titres. Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous. Annonce alarmiste et mot fort de Christophe Castaner à la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. 60 000 policiers et gendarmes vont être réquisitionnés dans toute la France. Nous y reviendrons avec nos invités. Chaque samedi est devenu pour eux un cauchemar. Les commerçants s'organisent, voire se barricadent pour ne pas subir de nouvelles dégradations. Les dégâts ont été estimés à 200 millions d'euros depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Des violences en perspective alors que le malaise n'a jamais été aussi profond chez les forces de l'ordre. 28 suicides depuis le mois de janvier. Les syndicats de police ont appelé à des rassemblements aujourd'hui devant tous les commissariats de France. Et puis en ce vendredi saint, le chemin de croix de Notre-Dame de Paris aura une teneur toute particulière. La couronne d'épines rescapée des flammes sera portée sur une partie du trajet. Se dirige-t-on vers un samedi ultra-violent ? Ce matin, Christophe Castaner a été très clair. Les casseurs seront au rendez-vous. Le ministre de l'Intérieur craint que Paris ne se transforme, je le cite, en capitale de l'émeute. On va l'écouter. D'après les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain. Dans certaines villes de France, à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux, par exemple, mais en particulier, tout particulièrement à Paris. Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars. C'était l'ultimatum 1. Ils ont depuis appelé à l'ultimatum 2, intitulé « L'acte ultime, Paris, capitale de l'émeute », sous-titré « Appel à la révolution, Black Bloc et Gilets jaunes ». Alors il y a d'ores et déjà eu de nombreuses réactions après ces annonces, ces prédictions du ministre de l'Intérieur. On va justement écouter Jérôme Rodriguez. Il est l'une des figures du mouvement des Gilets jaunes. Écoutez ce qu'il pense des propos du ministre de l'Intérieur. Eh ben, au moins, on a l'impression qu'il est déjà au courant et j'espère qu'il ne fera pas comme il a fait le 16, c'est-à-dire un manque de compétences et qu'il saura agir en fonction des informations qu'il a pu recueillir quant à ce qui va se passer demain à la manifestation. Je ne sais pas s'il y aura des black blocs, je ne suis pas en mesure de le confirmer, je ne sais pas s'il y aura des casseurs ou d'éventuels fauteurs de troubles. Si apparemment ce sont les informations qu'a pu avoir le ministre de l'Intérieur, je vous le répète, à lui d'agir en fonction pour peut-être ne pas reproduire ce qui s'est passé sur le 16 mars, parce qu'on a quand même vu une certaine forme d'incompétence de la part du gouvernement et des forces de l'ordre à gérer une situation dont je rappelle qu'on avait quand même l'autorisation de manifester ce jour-là et que ça nous a été empêché par les forces de l'ordre. Alors Frédéric Méjean, je rappelle que vous êtes gilet jaune, vous êtes également colistier de la liste RIC pour les européennes. Vous aussi, vous avez l'impression, comme Jérôme Rodriguez, que le ministre de l'Intérieur est particulièrement bien renseigné ? Oui, je pense qu'il est particulièrement bien renseigné. Je pense qu'il a même identifié une grande partie des personnes concernées. Apparemment, soit ils ne savent pas faire, ce qui me surprend. Vous diriez qu'il met, entre guillemets, de l'huile sur le feu, Christophe Castaner ? C'est pas à moi de dire s'il met de l'huile sur le feu. Non, mais votre ressenti, votre impression ? Moi, mon impression, c'est que soit l'État français a des services de renseignement qui sont complètement incompétents et des policiers qui sont complètement incompétents, soit il n'y a pas de volonté d'empêcher. C'est tout. C'est la seule question que ma seule idée, c'est ça, en fait. Vous ne savez pas faire ou vous n'avez pas les ordres pour faire ? C'est un peu curieux parce qu'il y a quelques minutes, vous étiez en train de dire que la loi était liberticide, les arrêtés d'interdiction de manifester, notamment pour ces individus qui sont concernés. Une petite précision. Vous étiez contre. Donc, attendez. Donc on ne peut pas les empêcher de venir sur le. Ça dépend qui vous identifiez. C'est un peu incohérent. Non, voilà. C'est pas incohérent. Si vous voulez, quand on constate les choses, comme j'ai pu le voir le 16 mars, quand on voit des casseurs ou des gens allumer des incendies, quand on voit les forces de l'ordre à 50 mètres qui sont bras croisés, qui attendent. C'est autre chose. Mais non, mais c'est pas autre chose, monsieur. C'est soit on sait ce qui se passe. Empêcher de venir. Soit on c'est sait pas pareil. Empêcher de faire. Soit on sait ce qui se passe, on voit ce qui se passe et on fait le job. Soit on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on ne sait pas faire ou parce qu'on n'a pas les ordres pour le faire. Donc je ne mets pas en cause les fonctionnaires, je mets en cause les donneurs d'ordre. Ah mais alors là-dessus, on se rejoint puisque nous l'avons dit. Je suis ravi qu'on se rejoigne, monsieur. Sur le 16 mars, on se rejoint. Effectivement, sur le 16 mars, il y a eu de l'attentisme. Effectivement, il y a eu très peu d'ordre, effectivement, d'action, d'aller procéder à des interpellations. En plus, on nous avait donné des munitions qui n'étaient pas du tout adaptées, donc qui étaient encore plus dangereuses que celles qu'on avait d'habitude. Donc c'est vous dire à quel point, le 16 mars, on était vraiment très très loin du compte. Donc, tout cela, le gouvernement en a tenu compte. Il y a eu un changement de préfet. Tout à fait. Il y a eu un changement de doctrine. Mais d'ailleurs... Pardon ? Excusez-moi. D'ailleurs, c'est intéressant que vous en parliez. Monsieur Castaner a dit qu'il y avait un problème de management
C'est ça? C'est pour ça que le préfet a été... Il y a eu un problème de coordination entre la préfecture de police de Paris et les autres forces de sécurité. Donc il y a eu une réorganisation, d'une meilleure coordination des forces de l'ordre avec une meilleure doctrine. D'accord, parce qu'il me semblait que quand il y avait un problème de management, c'était le manager qui devait démissionner parce que c'est ce qu'il demande dans la rue. Alors, on a trouvé ça assez curieux, c'est ce que j'ai entendu dans la rue. Alors, je me fais la voix de certains. On a trouvé ça assez curieux qu'une personne avec de si hautes responsabilités ne les prenne pas justement et utilise un coupe-circuit. Je sais que ça n'a pas pu dans la rue et le préfet de police a sauté, mais honnêtement, personne ne le connaît, ou personne ne le connaissait. Je parle dans la rue, encore une fois. Donc ça a été... Pour revenir maintenant sur les propos de Christophe Castaner, est-ce que, alors que le grand débat national est terminé, que les annonces concrètes d'Emmanuel Macron, même s'il ne les a pas faites officiellement, ont fuité dans la presse, est-ce que, d'une certaine manière, Georges-Christophe Castaner ne désavoue pas tout ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis 3 mois sur le terrain, qui était censé désamorcer cette crise? Il s'est passé une chose absolument inattendue, exceptionnelle, l'incendie de Notre-Dame. Bon. Qui pouvait imaginer un tel événement qui empêche effectivement le président de la République de faire ses annonces? Personne. Donc là, c'était un fait insurmontable, imprévisible, qui a fait exploser, on sait, en plein vol, la stratégie, je dirais, de communication, de restitution et d'annonce du président de la République. Ce qui fait que demain, on aura une journée très particulière. C'était la journée de l'après-conférence de presse et annonce du président de la République, et il ne s'est rien passé. Sinon des fuites, quelques fuites qui ont d'ailleurs alimenté plus des réactions négatives que positives de la part des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'il faut craindre demain, effectivement, une surréaction à nouveau des Gilets jaunes. Rien n'est réglé en l'état. Mais pour autant, il y a bien un moment où le président de la République va faire ses annonces. Alors justement, pas d'annonce pour le moment. Est-ce qu'il doit, et est-ce que c'est urgent, prendre la parole Emmanuel Macron au plus vite? Pourquoi faire? Pour annoncer concrètement, pour confirmer les informations qui ont fuité sur les mesures concrètes qu'il compte mettre en œuvre pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Bon, déjà, je tiens à rappeler que le grand débat a mobilisé entre 1 et 2% de la population, donc ça serait plutôt un petit débat. Édouard Philippe a dit que c'était un grand succès pour les Français. Quand on arrive à ne pas mobiliser 98 à 99% de la population, pour moi, c'est un échec cuisant. Alors, je sais que l'échec est un diplôme, mais un diplôme à 12 millions d'euros, ça commence à faire cher, d'autant que c'est nous qui allons encore payer. Alors, oui, il y a des fuites de l'Élysée. C'est assez suppression curieux. de l'ENA, réindexation des petites pensions sur l'inflation. C'est étonnant que ça fuite comme ça à l'Élysée. C'est une passoire, l'Élysée, en fait. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a su tirer profit de cette tragédie de Notre-Dame. Est-ce qu'elles vous satisfont? Vous savez, le problème, c'est pas les mesures qui vont satisfaire ou non. Le problème, c'est qui propose ces mesures. Le problème, encore une fois, c'est qu'il y a une perte de confiance en notre président. C'est terrible, mais c'est un fait. C'est ce qu'on entend partout. Donc ce que vous dites, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il est en train, et cette colère qui continue, elle est en train de se cristalliser sur la personne du président de la République? C'est ce que l'on entend, malheureusement. Mais est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, en tant que Gilet jaune? Oui, en tant que gilet jaune, quand je suis sur le terrain, je vois les pancartes, je sais lire, contrairement à nos responsables politiques, parce que sinon on n'aurait pas perdu 3 mois. Et j'entends les slogans. Donc le problème, ce n'est pas la politique d'Emmanuel Macron, c'est... Eh oui, mais c'est terrible pour la fonction sa personnalité du président. C'est pas sa personnalité. Je pense que c'est la gestion de la crise qui a été catastrophique. Je pense qu'il a eu un service de com qui a fait un travail absolument terrible, destructeur. Quand on voit ces shootings photos à côté d'un SDF, franchement... Il y a des gens, ça ne devrait pas être leur métier. Ça a été géré de façon catastrophique. Je ne sais pas si votre position est majoritaire au sein des Gilets jaunes, mais si ça l'était, c'est quand même très inquiétant ce que vous nous dites, puisque vous nous dites au fond, quoi qu'on puisse nous donner ou nous annoncer ou satisfaire, on restera encore une fois dans les manifestations parce que nous voulons en réalité qu'il y ait un changement plus au niveau de l'État. Vous êtes en train de nous dire, c'est les personnes qui font les annonces qui nous posent problème et non pas les annonces. Donc là, on est dans une voie quasiment sans issue. Vous demandez en fait quoi? La démission? Donc, mais si Emmanuel Macron annonçait le rétablissement de l'ISF, est-ce que par exemple ça adoucirait entre guillemets son image? À titre personnel,
je ne me suis pas exprimé. J'ai dit que dans les manifestations, on entendait beaucoup de slogans Macron démission, on voyait beaucoup ça sur les pancartes. Le problème, c'est que cette perte de confiance en la fonction présidentielle et l'homme en particulier, elle est renforcée par les affaires en cascade, les scandales dont on entend parler dans la presse et que l'on découvre, que ce soit le choix de de choisir Bank of America pour gérer la privatisation d'ADP, dont un haut responsable est l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. C'est un autre conseiller d'Emmanuel Macron qui est, je ne sais plus, bon, pardon, ça m'échappe. L'épouse du président des députés, la reine de l'Assemblée à la tête de la Française des Jeux qui vient de privatiser. Engie, enfin c'est toutes ces privatisations qui n'étaient pas dans son programme et qui nous coûtent. Toutes ces affaires-là où on retrouve des proches d'Emmanuel Macron à des postes à haute responsabilité n'encouragent pas, ne donnent pas envie d'avoir confiance en On est très loin de la taxe carbone, là. Hein. On est très loin de la taxe carbone. Et de la CSG. Il y avait des choses que l'on pouvait faire au début. Encore une fois, je le répète, la gestion de cette crise a été catastrophique. Et les affaires en cascade que l'on voit apparaître n'aident pas. Alors, je vous repose ma question. Posez-la-moi. Si Emmanuel Macron, donc lui, annonçait un rétablissement de l'ISF, est-ce que son image pourrait s'adoucir ? Je pense que ça irait dans le bon sens parce que c'est ce que les gens demandent. Donc ça serait la mesure concrète qui pourrait provoquer un déclic au sein du mouvement des Gilets jaunes. Elle a été évacuée par le président de la République. Hein. Je sais. Elle a été évacuée complètement. C'est vraiment de l'hypothèse. Cela montrerait qu'il est prêt à changer de cap, à se remettre en question et à écouter les gens. Pour autant, je ne suis pas certain que ça remplira le frigo de certains. Donc ça ne suffira pas. Alors pour revenir à la journée de demain et à cette mobilisation aussi exceptionnelle des forces de l'ordre, 60 000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France pour éviter les débordements et les violences. On va y revenir avec vous, Stanislas Godon, et on va revenir à cette année noire qui s'annonce pour les forces de l'ordre. 28 suicides depuis le début de l'année. Vous avez appelé à les syndicats, l'ensemble des syndicats ont appelé à des rassemblements devant tous les commissariats de France. Vous vous êtes d'ailleurs mobilisés ce matin, vous demandez à être reçu par Christophe Castaner. Avez-vous eu une réponse ? Il semblerait que nous soyons reçus à partir du 29 avril par le ministre de l'Intérieur. Alors évidemment, au-delà des mots, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment des actes très très forts et surtout très très rapides parce que d'ores et déjà, il faut savoir que le plan de lutte contre le suicide, il date quand même du prédécesseur, donc de M. Collomb, qu'il n'avait toujours pas été mis en œuvre. Et donc, il y a urgence. Je rappellerai juste un chiffre. L'année dernière, nous étions à 32 suicides pour l'année. Aujourd'hui, à 4 mois, nous en sommes à 28. C'est vous dire la pente vertigineuse sur laquelle nous sommes. Et c'est vrai que ça s'annonce comme une année noire. On a connu 2017 à 51 suicides. On a connu 2014 à 55. Ces chiffres sont absolument catastrophiques, dramatiques. Parce que derrière, il faut savoir que ça a un impact évidemment sur nos collègues et tous ceux qui entourent d'ailleurs ces collègues qui se donnent la mort et qui ont choisi de se donner la mort. Je crois qu'il y a urgence à réellement relever les manches et s'occuper en fait des conditions de vie et de travail et des policiers, entre autres parce que ça c'est l'élément essentiel, en plus du management à tous les étages et de tous les corps. Alors Christophe Castaner a fait des annonces il y a 15 jours, en plus de ce plan suicide, notamment une cellule d'écoute psychologique et un numéro de téléphone disponible, joignable 24 heures sur 24. Est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut aller encore plus loin et comment ? Oui, les annonces vont dans le bon sens et d'ailleurs c'est la première fois qu'on entend un ministre de l'Intérieur dire je ne peux pas accepter que l'on dise ce sont des causes personnelles et non pas des causes liées au service. Donc ça c'est une évolution aussi. Il faut savoir dire les choses, accepter aussi que ce ne sont pas que des problèmes personnels qui sont la cause du suicide. C'est un problème très compliqué. Ne pas prendre de raccourcis, c'est le meilleur moyen de trouver le remède. Merci beaucoup Stanislas Godon, Georges Fenech et Frédéric Medjian d'avoir été nos invités dans le Carrefour de l'Info. Il est pile 15h. Si vous nous rejoignez, voici les titres avec ces mots très forts du ministre de l'Intérieur. Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous. Cette annonce de Christophe Castaner à la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. 60 000 policiers et gendarmes seront réquisitionnés dans toute la France. Chaque samedi est devenu pour eux un cauchemar. Les commerçants s'organisent, voire se barricadent pour ne pas subir de nouvelles dégradations. Les dégâts ont été estimé à 200 millions d'euros depuis le début du mouvement. De nouvelles violences en perspective alors que le malaise n'a jamais été aussi profond chez les forces de l'ordre. 28 suicides depuis le mois de janvier. Les syndicats de police avaient appelé à des rassemblements devant tous les commissariats de France.
Nous sommes le vendredi saint et le chemin de croix de Notre-Dame de Paris aura une teneur particulière. Regardez cette image en direct avec l'archevêque de Paris qui va donc réunir autour de lui tous ses fidèles. Nous retrouverons Justine Fraissinet qui suit ce chemin de croix. La couronne d'épines rescapée des flammes sera portée sur une partie de ce trajet.